RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Thierry Santal, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le gouvernement va marquer une petite pause dans son rythme de travail d'une quinzaine de jours. On va revenir sur les 6 premiers mois de votre gouvernement, le gouvernement Santal comme on a l'habitude de l'appeler, mais peut-être avant cela un mot. Vous étiez hier aux obsèques d'Hilarion Vendégou à l'île des Pins, une cérémonie avec beaucoup d'émotions et de très nombreux hommages qui lui ont été rendus. Effectivement, une très 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 belle cérémonie, beaucoup de monde, et c'est naturel, c'est un grand chef qui nous quitte, mais c'est surtout un personnage particulier, Hilarion Vendégou, qui a réussi à faire la synthèse entre ses racines et la conviction qui était la sienne, que c'est cette coutume dont il était très attaché, pouvait également se mélanger avec des valeurs républicaines auxquelles il tenait profondément. Et j'oublie pas des valeurs religieuses aussi très très fortes le concernant. Le père qui a officié pendant la cérémonie hier était très très touché, puisqu'on comprend qu'il y a une relation amicale qui s'était installée depuis de très nombreuses années entre eux. Et puis bien sûr le père Apikawa a fait un prêche comme toujours excellent. Donc ça a été vraiment une très belle cérémonie avec derrière un partage à la fin au sein de la chefferie avec un repas commun avec tout le monde. Enfin, c'est quelque chose que je garderai en mémoire très longtemps. Sa fille Laura, qui a témoigné très rapidement à la mort de son papa, disait sur Radio Rythme Bleu, on perd une charnière. C'était ça, Hilarion Vendégou ? C'était une charnière, c'était, je crois, surtout un exemple auquel les gens peuvent se référer, a fortiori dans le contexte dans lequel nous sommes, à la veille d'un prochain référendum où les Calédoniens vont encore devoir choisir leur avenir. Je pense qu'on peut facilement faire appel à la mémoire d'Hilarion pour trouver le bon choix. Alors Thierry Santal, revenons maintenant sur le gouvernement, son fonctionnement, et d'abord peut-être sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec cette tension générée par la FINC autour de la question des protections de marché. Ça a été un épisode compliqué à gérer pour vous parce qu'on a senti une éruption un petit peu soudaine de ce thème. Pas forcément compliqué, je crois que les représentants de la société ESQ, parce que c'est de ça dont il s'agit, il s'agit pas... Il n'y a qu'un dossier derrière. Il n'y a qu'un seul dossier, il s'agit bien de la société ESQ uniquement, même si le débat, certains ont voulu porter le débat sur la production locale dans sa généralité. Je tiens à rappeler aux auditeurs qu'il s'agit uniquement du cas de la société ESQ, qui demandait à renouveler les mesures de protection totale dont elle bénéficiait depuis déjà de nombreuses années. Et auquel le gouvernement n'a pas donné suite en totalité. En tout cas, le membre du gouvernement chargé du secteur, et c'est ce que j'ai tenu à rappeler donc à ces représentants que j'ai reçus après la manifestation qu'ils ont organisée lundi. J'ai tenu à leur rappeler le fonctionnement du gouvernement tel que je l'imagine, qui est un gouvernement collégial, où chaque membre du gouvernement est responsable de son secteur, et moi, ma seule responsabilité en tant que président, c'est de faire en sorte ensuite que la décision soit prise de manière collégiale. Si possible, à l'unanimité, mais le constat est celui-ci, c'est pas toujours possible, mais au moins une majorité, c'est ce qui s'est passé donc mardi matin ensuite, où le texte a été présenté en séance du gouvernement. Et je voudrais juste préciser quand même que, je le disais, certains ont voulu porter le débat sur la protection de l'industrie locale en général. Il n'est pas du tout question pour ce gouvernement et pour le membre du gouvernement chargé du secteur, M. Christopher Gigès, de mettre en difficulté les entreprises calédoniennes. Ça serait complètement aberrant, avec la logique qui est la nôtre, au contraire, d'essayer de relancer l'économie calédonienne. Mais dans certains cas, et celui-ci en particulier, on ne peut pas non plus admettre que des situations comme celle-ci qui finalement permettent de mettre en place une forme de monopole au bénéfice d'une seule entreprise et que celle-ci puisse dégager des bénéfices importants, qu'elle n'ait pas de contrepartie suffisante pour les Calédoniens en général et les consommateurs en particulier. Donc je pense que c'est ce qui a dirigé l'esprit de Christopher Gigès quand il a préparé ce texte, qui malgré tout est plus ou moins équilibré, puisqu'on autorise encore
quelques protections sur quelques Sur une produits partie de ton particuliers, activité. sur des produits très spécifiques. Mais par contre, tout le reste est ouvert maintenant à la concurrence. Et ce qui devrait permettre, je pense, aux petites entreprises. C'est une entreprise qui fournit des tuyaux pour les entreprises de construction. J'espère maintenant que les entreprises de construction auront un peu plus de liberté et de choix maintenant. Alors, dans les reproches que la FINC faisait au gouvernement, il y avait celui-ci qui consiste à dire le gouvernement suit systématiquement les avis de l'autorité de la concurrence. En gros, voilà, il y a plus de pouvoir de décision au gouvernement, c'est l'autorité de la concurrence qui dirige. Alors c'est sûr que c'est très différent par rapport au gouvernement précédent. Qui n'en suivait pas aucun avis. C'était pas forcément le cas du gouvernement précédent, ou plutôt le cas inverse, c'était qu'il avait plutôt tendance à ne pas suivre les préconisations de l'autorité de la concurrence. Nous, on considère que cette autorité aujourd'hui est en place. Elle a une mission d'intérêt général qui est de faire en sorte que la concurrence se développe au maximum en Nouvelle-Calédonie. Je suis convaincu que c'est la meilleure façon pour avoir des produits pas chers, de bonne qualité, et donc de satisfaire les attentes des consommateurs. Et il n'y a pas de raison, maintenant qu'elle est là et qu'elle fait bien son travail de manière objective, c'est une autorité indépendante. C'est pas le gouvernement qui dit à l'autorité de la concurrence d'écrire quoi que ce soit. Mais qu'à partir de là, les préconisations qu'elle formule, on est forcément très à l'écoute et on essaie d'en tenir compte le plus possible, bien sûr. Donc c'est une question de curseur, en fait. C'est une question de voir les choses d'une manière objective et en ayant essentiellement à l'esprit l'intérêt général. Vous avez rappelé à l'occasion de ce dossier le fonctionnement collégial du gouvernement, sur lequel vous avez insisté dès votre prise de fonction et y compris dans votre déclaration de politique générale. Ça fonctionne aujourd'hui, cette volonté d'avoir un gouvernement collégial, ou vous sentez qu'il y a des habitudes de travail qu'il faut changer aussi ? Ça fonctionne plus ou moins. Je vais pas mentir aux Calédoniens. Le gouvernement aujourd'hui est composé donc de 11 membres, et parmi ces 11 membres, on retrouve 5 partis politiques. Aucun n'a de majorité absolue au sein du gouvernement. Donc ça veut dire en permanence des discussions, des négociations entre membres du gouvernement pour trouver les équilibres nécessaires pour obtenir au moins une majorité, sinon, encore une fois, le consensus total. C'est pas simple, mais c'est une exigence. Je considère que les membres du gouvernement, en tout cas ceux qui ont accepté de faire partie de ce gouvernement, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils ne peuvent pas ne pas prendre en considération cette exigence et ensemble essayer de trouver les points d'équilibre suffisants pour pouvoir faire avancer les différents textes et les différents projets au bénéfice des Calédoniens en général. Donc vous allez continuer sur cette ligne-là, évidemment. Je suis certain que c'est la seule façon de faire pour que les choses avancent, pas forcément aussi vite qu'elles auraient pu l'être si c'était plus directif, mais en tout cas de manière pérenne dans le temps, que quand une décision est prise, qu'elle soit le plus partagée possible, et de cette façon-là, qu'elle soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible ensuite. Alors, il y a quelques jours près, ça fait 6 mois que le gouvernement fonctionne. On se souvient que sa mise en place avait été un petit peu compliquée. Quel bilan vous dressez en termes de production, de documents de travail, de lois de pays adoptés? Quel bilan vous dressez de ces 6 premiers mois? Il y avait des gros chantiers annoncés. Est-ce que vous les avez menés à terme comme vous le souhaitiez? Je pense qu'on a d'abord été, si je dois retenir quelques faits marquants de ces 6 mois qui viennent de s'écouler, c'est d'abord peut-être la difficulté budgétaire à laquelle nous avons été confrontés dès le départ. Rappelez-vous, on a été élus en juillet et dès le début, il a fallu travailler sur le budget supplémentaire 2019 de la Nouvelle-Calédonie avec le constat d'un manque de recettes de 8 milliards sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. 8 milliards sur 50 milliards, donc c'est pas négligeable quand même. Et il a fallu donc trouver les économies pour pouvoir rééquilibrer ce budget à l'occasion donc du vote du budget supplémentaire, ce qui a été fait. Tout de suite après, on a travaillé sur le budget primitif 2020, donc de l'année en cours, où pareil, le constat des recettes était le même. On n'a pas créé de nouvelle fiscalité en l'occurrence. On en discutera dans le cadre de la loi de programmation fiscale, mais dans l'état actuel des choses, donc il a fallu à nouveau présenter plutôt un budget primitif 2020 équilibré avec cette contrainte à nouveau de 8 milliards de recettes de moins. Je tiens à remercier, je profite de l'occasion, les directions de la Nouvelle-Calédonie, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie qui ont joué le jeu et qui ensemble ont trouvé les moyens pour faire en sorte qu'on puisse équilibrer ce budget malgré tout. Donc ça, c'est la première difficulté ou le premier dossier important sur lequel nous nous sommes penchés. Bien sûr, le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est les comptes sociaux, où on a présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, après toute une série de concertations avec les acteurs concernés, un plan de redressement de nos comptes sociaux.
Demain, il va falloir le mettre en œuvre. Donc, c'est des textes à venir dans les mois qui viennent, les semaines et les mois qui viennent, qui vont avoir un impact aussi forcément sur les Calédoniens dans leur globalité. Puisque je répète, l'objectif du gouvernement, c'est bien de faire en sorte de retrouver l'équilibre financier de nos comptes sociaux, mais sans détériorer la qualité des soins apportés aux Calédoniens. Donc ça supposera forcément un effort collectif pour l'atteindre. Voilà, donc ce sont vraiment des dossiers fondamentaux auxquels nous avons été confrontés dès le début. On a, je l'oublie pas, fait voter au Congrès de la Nouvelle-Calédonie la loi de relance économique, qui était une attente forte des Calédoniens et des entreprises calédoniennes surtout. Monsieur Gigès a fait toute une campagne de discussion préalablement à la présentation de cette loi de pays. Elle a fait l'objet à nouveau de discussions à l'intérieur du gouvernement et ensuite au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été adoptée le 31 décembre dernier et c'est un élément, je crois, essentiel pour mettre en œuvre cette dynamique nouvelle qu'on souhaite au sein de l'économie calédonienne. Un mot, Thierry Santa, sur l'équilibrage des comptes sociaux. Le président de la CAFAD, Jean-Rémy Buraglio, évoque l'hypothèse d'avoir recours à la fiscalité pour combler une partie du déficit ou voire structurellement alimenter le REM. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ? Est-ce que ça pourrait faire partie de la prochaine loi fiscale ? Dans le plan de redressement que j'ai présenté au Congrès, effectivement est prévu une recette supplémentaire de 8 milliards annuels. Alors pas forcément liée à de la fiscalité nouvelle, mais je vous le cache pas, il y en aura certainement malgré tout, mais pas en totalité. Le reste peut aussi provenir d'économies qu'on peut faire par ailleurs. Et j'oublie pas la loi sur le comportemental, sur le sucre, qui est en cours de finalisation, qui sera présentée rapidement maintenant au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Qui est une loi comportementale, hein. Qui est une vraie loi comportementale, c'est dans le sens que la taxe sera plus ou moins élevée en fonction de la quantité de sucre contenue dans le produit concerné. Et cette loi comportementale va bien sûr dans l'immédiat participer au redressement des comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie, mais à terme, elle a surtout pour objectif de financer des mesures de prévention, puisque la prévention d'aujourd'hui, ce sont les économies de demain. Et là aussi, il faut garder cette logique qui prévalait déjà dans le cadre du plan d'Ocamo, qui a été voté en 2018 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On reste dans cette perspective-là et on va faire en sorte que le produit de cette taxe soit progressivement affecté à ces mesures de prévention à venir. Thierry Santa, parlons des projets à venir. Maintenant, vous l'avez évoqué un peu avec la loi sur la fiscalité. Quels vont être les grands chantiers du gouvernement en 2020 ? 2020 qui va être une année compliquée parce qu'en gros, il va y avoir 6 mois de travail entre la fin des municipales et le début de la campagne pour le référendum. Effectivement, je le disais, la loi sur la relance économique était une première étape. La deuxième étape est la loi sur la programmation fiscale. Vous comprenez bien que ces différents textes ont pour objectif de donner de la perspective aux entreprises calédoniennes. Les entreprises ont besoin d'avoir une visibilité sur leur avenir avant de procéder à un investissement quel qu'il soit et donc pouvoir créer des emplois derrière et ainsi de suite. Même si nous sommes dans un contexte institutionnel compliqué, qui forcément nous permet pas d'avoir cette visibilité absolue en matière institutionnelle, il faut au moins qu'en matière administrative, réglementaire, technique, ils puissent l'avoir. Et c'est l'objet même de ces deux textes, la loi de relance et la loi de programmation fiscale à venir. Donc ça, c'est une première chose. Je le disais, donc tous les textes liés au redressement des comptes sociaux qui vont accompagner maintenant le plan que j'ai présenté. Je pense également au nickel. C'est un élément important. Je l'ai annoncé dans ma déclaration de politique générale. J'ai l'intention d'organiser une conférence nickel au cours du premier semestre 2020. Où là, on a des sujets importants qui vont être évoqués. Je parle d'une redevance d'exportation. Je parle de la création effective d'un fonds pour les générations futures. C'est une arlésienne. Depuis des années, oui. Donc c'est ces sujets-là importants qui vont être mis sur la table. Je n'oublie pas aussi toutes les manifestations qui sont prévues l'année prochaine en matière environnementale. La première étant la rencontre climat-biodiversité que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va organiser et qui fait suite aux manifestations qui se sont tenues l'année dernière avec les jeunes qui étaient dans la rue pour soutenir la notion d'urgence climatique. Qui sera suivi tout de suite derrière par le One Planet Summit que le président de la République organise à Papeete. Et ensuite, tout de suite, ici en Nouvelle-Calédonie, une grande conférence internationale sur la biodiversité, la protection de la nature et des aires protégées au mois d'avril prochain. Donc vous voyez qu'il y a toute une série comme ça d'événements qui sont envisagés l'année prochaine, auxquels la Nouvelle-Calédonie sera partenaire, voire même acteur principal. Et il va falloir être présent et actif. Et enfin, peut-être un dernier sujet quand même l'année prochaine,
la Nouvelle-Calédonie va prendre la présidence de l'OCTA. L'OCTA étant l'association des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. C'est la Nouvelle-Calédonie donc qui va prendre la présidence dès l'année prochaine. Et là aussi, des perspectives d'organisation de cette structure qui, je l'espère, permettra, en tout cas c'est ce que j'essaierai de mettre en œuvre, une information plus pertinente de toutes les modalités de soutien que l'Europe peut apporter aux pays et territoires d'outre-mer, au-delà des fonds européens de développement classiques que tout le monde connaît, pour qu'on puisse justement bénéficier et faire bénéficier surtout nos compatriotes calédoniens. L'année 2020 va être dense alors. Elle va être très dense, oui. Alors, vous êtes aussi, Thierry Santa, président du Rassemblement Les Républicains. Il y a des élections municipales qui arrivent. Vous allez vous engager aussi dans cette campagne ? Alors, je change de casquette. Oui, c'est pour ça que je précise bien. Là, je vous interroge en tant que président du Rassemblement. Raison de préciser. Donc, en tant que président, bien sûr, du Rassemblement, on va s'engager dans cette campagne pleinement. L'objectif est de maintenir la dynamique de l'avenir en confiance qui nous a porté à ces responsabilités, dans la mesure du possible. Dans certaines communes, ça sera pas possible, et tant pis, ça sera les Calédoniens choisiront, mais l'effort est quand même de faire en sorte que cette dynamique se poursuive. Et aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. Chaque commune, en particulier de l'agglomération, mais aussi de l'intérieur et des îles, reste dans cette volonté de réunir les non-indépendantistes, y compris dans une élection municipale. Tout ça étant dans la perspective, vous l'avez compris, du prochain référendum le 6 septembre prochain. Donc vous pensez que ce sont des élections qui politiquement sont très importantes, les municipales ? Bien sûr, même si ce sont des élections locales, purement locales par définition et par excellence, c'est une élection locale et les Calédoniens votent souvent pour un maire, pour une personnalité. On ne peut pas ne pas comprendre que c'est dans une démarche globale qui s'inscrit dans la perspective du référendum du 6 septembre prochain. Thierry Santa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation.